Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation d'Hydro-Solutions, vos experts en borne de recharge. Pour le service à la clientèle, composez le 514-353-0077 ou visitez le hydrosolutions.com. Hors série. Alors, bienvenue à ce spécial statistique des immatriculations de véhicules électriques au Québec, compilé par l'Association des véhicules électriques du Québec. Et aujourd'hui, on va faire une revue du dernier trimestre, mais finalement, c'est le dernier trimestre de 2025. Donc, on va en profiter pour faire une petite récapitulation de ce qui s'est passé dans l'année 2025. Et pour m'assister dans cette démarche, j'ai avec moi... Mesdames et messieurs, voici nos statisticiens et analystes de données, José Gagnon et Frédéric Saint-Laurent. José Gagnon et Frédéric Saint-Laurent. José, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Toi, Martin? Oui. Et tu as bravé l'autoroute pour venir nous rejoindre aujourd'hui? Tout à fait. Je suis partie de ma petite Mauricie pour venir te voir dans ta région. Ah, c'est extraordinaire. Si tout le monde faisait ça, hein? C'est plus le fun c'est plus le fun en présentiel, mettons. Là. C'est plus long un peu là, pour se connecter, mettons, là, mais c'est plus agréable. Frédéric, comment ça va, toi? Va bien, toi? Ben ça va bien, oui. Puis on dirait qu'on a repris une régularité dans les chiffres. Là. Tu sais, il y a un bout de temps, pendant un an ou deux, là, on courait après les chiffres. Puis là, j'ai l'impression que tu me flagues à fréquence régulière. On a les chiffres. Ouais, autant il y en a qui ont des problèmes avec la SAAC. Je dirais, de notre côté, depuis un bout de temps, ça va bien. Oui, c'est peut-être parce que c'est pas leur logiciel SACLIC qui fait ça, peut-être, je sais pas, qui complète les données. Non, il y a eu, justement, quand ils ont fait le shift, c'est là, on avait eu quasiment une période morte de 9 mois, là. Ouais. La période morte de 9 mois venait avec leur changement. Fait que ça vient de tout leur nouveau système. Mais il faut croire que le bout, ça marche bien, c'est stable. Pis... Bon, écoute, les nouvelles positives, on va les prendre parce que par les temps qui courent, on a tendance à toujours mettre le spotlight sur le négatif. On le vit beaucoup en électromobilité de ce temps-là. Il y a une entreprise qui va pas bien, l'industrie va pas bien, alors que toutes les autres industries à côté ils vont pas nécessairement mal. La même chose avec les chiffres, et puis on va en parler beaucoup aujourd'hui. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, on a les chiffres donc du dernier trimestre de 2025, donc aller jusqu'à fin décembre 2025. On va en profiter pour regarder comment est allé le trimestre, mais comment, globalement, l'année est allée. Et l'année est allée. Oui, ça se disait bizarre, hein? Ça sonnait drôle. Et la première valeur, le premier chiffre, José, je vais te laisser nous le donner, c'est le nombre total de véhicules électriques qui sont immatriculés actuellement au Québec. On est rendu à combien? Donc, en date du 31 décembre 2025, nous avions 440 554 véhicules électriques, tout type confondu. Donc, qui englobe là, aussi les hybrides rechargeables et compagnie. Hybrides rechargeables, hein, on le répète, oui, donc pas les hybrides tout court, même si le gouvernement a tendance à mettre tout ça dans le même panier, eux autres, dans leurs analyses pour leur bilan ou leur vision environnementale, quand ils parlent de véhicules à faible émission, là, ils incluent les hybrides. Du coup, nous, dans nos chiffres, minimalement, la voiture, on peut la recharger en la branchant. C'est ça, il faut qu'elle soit propulsée par Hydro-Québec. Oui, c'est ça. Donc, 440 554. Fred, on est presque rendu à 6 % des véhicules sur les routes qui sont électriques. Exactement. On est peut-être à 6 % parce qu'au niveau de la flotte en général, on utilise encore malheureusement des vieilles données de 2022. Donc, on est obligé de prendre ces données-là de 2022, continuer de les interpoler avec la population. Donc en clair, le nombre de véhicules électriques, lui, est précis, mais c'est quand tu le compares au restant des véhicules, c'est le restant, lui, qui est moins clair. Hein? C'est ça. Mais les véhicules électriques, donc c'est sûr qu'il y en avait 440 554. C'est le pourcentage, on est rendu à 5,96 dans la province au complet.
c'est peut-être 6, c'est peut-être 5,95. Ouais, mais on est proche de 6. Proche du 6, on est proche du 6. Ça veut dire quoi? Un véhicule sur 17 qui est électrique. Exact. Donc, un peu plus que 1 sur 17. Certains qu'il y a des régions, c'est beaucoup plus que ça. Il y en a, c'est beaucoup moins. Mais en moyenne, dans la province, on parle à peu près 1 sur 17. On répète que le pourcentage de vente de véhicules électriques est plus élevé que ça. Ça, c'est le pourcentage de véhicules sur les routes. Mais c'était peut-être 20% des ventes qui étaient des véhicules électriques ou 30%. On a eu des mois où des concessionnaires nous disaient que c'était 30%, 40% de mes ventes ont été électriques pour un concessionnaire, j'entends. Mm-hmm. Mais globalement, au Québec, là, on était proche du 30%. Mais ça reste qu'il y a des millions de véhicules à essence sur les routes. Donc, c'est long à ce que le changement complet se fasse. Ce qu'on dit dans la langue de Molière, le turnover. C'est un peu là. Donc, ce 440 554 véhicules électriques-là représente, parce que tu nous donnes tout le temps, Fred, ça représente combien de véhicules par jour, etc. C'est quoi là, les chiffres? Là, cette fois-ci? Donc, si on regarde dernier trimestre, justement, il y a eu une augmentation de 14 000 et des poussières de nouveaux véhicules électriques, le nombre de nouvelles immatriculations. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une progression des immatriculations de 152 par jour, ou même, si on le met par heure, de un petit peu plus que 6 par heure. Basé sur 24 heures? 24 heures, 7 jours sur 7, fin de semaine, congé inclus. On s'entend que les autos, ça se vend plus sur 8-12 heures, donc c'est presque le double dans les faits. Fait dans une période où les médias nous disaient qu'ils se vendaient plus d'auto électriques, ils s'en vendaient 152 par jour au Québec. Si on mettrait un petit buzzer à chaque fois qu'il y en a un nouveau, on trouverait ça fatigant. Dans le bureau du journaliste. Hey, pas bête comme idée, ça. J'aime ça. Donc, 14 000, un peu plus de 14 000 nouveaux véhicules électriques qui se sont ajoutés sur les routes dans le dernier trimestre. Donc, c'est 160... je regarde les statistiques que tu as écrites là, 64 308 véhicules électriques. Donc, ça, c'est pour l'année. Donc, c'est justement le 14 000, c'est le trimestre. Donc, sur l'année, si on fait la moyenne de toute l'année, on a une augmentation, justement. Finalement, sur toute l'année, il y a eu 64 308 immatriculations de plus que l'année passée. Donc, si on reprend ce 64 000-là, divisé par 365, donc on arrive avec un petit peu plus que le dernier trimestre. Le dernier trimestre de l'année, pareil comme le premier puis le dernier sont tout le temps ceux qui ont un petit peu plus de misère. Ouais, c'est normal. Ça m'inquiète pas trop qu'il soit plus bas, justement. C'est pas comme si on avait fait un mauvais dernier trimestre. Donc, on est à 176 par jour pour l'année en moyenne dans l'année ou 7 à l'heure. C'est excellent. Et si on compare, José, la progression trimestrielle, donc notre progression dans le dernier trimestre de l'année par rapport au troisième trimestre, donc T4 par rapport à T3, qu'est-ce que ça donne? Donc, au niveau du trimestre 3, on avait, en date du 30 septembre, plus 19 191 véhicules, alors que ce trimestre-ci, on était à 14 000. Donc, il y a une petite diminution, c'était un pourcentage de 4,71 Puis si on regarde par rapport à l'année 2024, bien là, à ce moment-là, en 2024, le nombre était de plus 124 104, donc plus 49 Bon, fait qu'on voit qu'il y a une bonne différence en termes de pourcentage puis de nombre absolu. Quand même, il y a ce qu'on retient tout le temps puis ce qu'il faut marteler comme message, c'est que on est en perte de vitesse au niveau de la progression, mais on est quand même en progression. Oui, c'est ça. Ça accélère encore, mais ça accélère moins vite. C'est ça. Exact. Tout à fait. Question de mettre en perspective, justement, cette année, on a fait une augmentation de 64 000 immatriculations. L'année passée, c'était 124 OK, je dis l'année passée. 2024, c'était 124 000, puisqu'on est en 2026 maintenant. 2025, c'était 64. Donc, on peut dire 2025, c'est la moitié de l'autre année d'avant. Effectivement. Mais comme on avait déjà dit par le passé, il y avait eu beaucoup de déplacements de monde qui avait fait leur achat un peu plus tôt pour bénéficier des rabais au complet. Oui. Puis il y a eu la disparition de la subvention fédérale. Il y a eu un paquet de trucs, là. C'est ça. Donc, le 64 000, ça se situe où au niveau historique? Si on regarde, en 2022, on avait 42 000 de plus. Et en 2023, on était à 81 500 de plus. Donc, on est à peu près à mi-chemin entre 2022 et 2023. Fait qu'on a reculé un peu plus qu'une année, mais pas 2 ans. Là. À peu près une année et demie qu'on a reculé au niveau de la progression.
Et comme tu disais, justement, ça s'explique en grande partie par la quantité de vents de face. On n'a pas eu un vent. Là. On a eu une couple de tempêtes. Oui, il y a eu pas mal de vents de face. José, trace-nous donc une courte liste de ces vents de face, juste pour qu'on se remémore les excellentes raisons pour lesquelles ça a été difficile en 2025. Un petit bulletin météo. Oui, un petit bulletin météo. Le bulletin vent de face. En fait, il y avait plusieurs vents de face, dont en premier, la disparition subite, il faut le dire, de l'incitatif fédéral qui était en début d'année de 5 000 puis qui est disparu. Qui est disparu sans dire qu'elle disparaissait pour tout le temps. C'était un peu flou. Et tu sais, il n'y a rien de pire que l'incertitude. On le dit souvent. S'il avait dit on l'enlève, elle ne reviendra jamais, c'est clair. On n'attendra pas après. Là, c'était comme, c'est-tu juste jusqu'à la fin de l'année? C'est-tu jusqu'au prochain budget? C'est ça, puis tu sais, tout le monde se disait au dernier, que justement, ben là, quand le dernier budget est sorti puis il n'y avait rien, on s'est dit, bon, ben, il n'y aura rien. On a commencé à faire notre analyse, c'était avant les annonces, on s'était dit, il n'y a rien. Fait que la première fois, mon résumé ici, là, c'est mort du rabais fédéral. Ouais. Mais là, on sait tout qui est revenu. Ouais. En fait, aujourd'hui même, la journée de l'enregistrement, il est revenu. Ben oui. Tout à fait. Donc, la disparition de l'incitatif fédéral, c'est le premier vent de face. Ensuite, presque en même temps, en fait, le rabais provincial a été suspendu pour une période de 2 mois, ce qui a causé quand même un certain comme qu'est-ce qu'on fait? Fait donc, ça, c'est une autre chose qui est venue s'additionner à déjà la perte de l'incitatif au niveau du fédéral. Oui, puis il était 4 000 à ce moment-là. Donc, le 5 000 du fédéral, le 4 000 du provincial qui disparaissent, c'est 9 000, là. C'est pas du jour au lendemain, là. C'est pas négligé. C'est normal que ça ait eu un impact, là. Oui, tout à fait. Puis ensuite, on remarque aussi que dans les médias sociaux, les chroniqueurs automobiles ou certains journalistes, qu'ils soient automobiles ou autres, il y a une rhétorique anti-VE qui reprend de l'ampleur. C'est comme s'il y avait un regroupement massif là, d'anti-VE qui se mettent ensemble pour faire plein de publicités et porter certaines vérités mensongères ou peu importe. Donc ça fait partie aussi là, des vents de face. Les contre-tarifs qui nous arrivent, oui, en pleine face, mais qui ont des incidences différentes là, selon les compagnies. Donc, ça aussi, ça contribue à créer un climat d'incertitude et à ralentir certaines ventes. Aux États-Unis, parce qu'on est voisins, on n'est plus autant amis qu'on l'était, mais on est voisins. Eux, ils en veulent plus d'auto électriques, donc ils ont mis fin à l'incitatif qui était quand même de 7 500 $. Là, c'était pas rien. Donc, ça aussi, ça a contribué. C'est juste une précision, quand tu dis qu'ils en veulent plus, c'est leur big boss qui dit qu'ils en veulent plus. C'est pas nécessairement la population complète. Je connais plusieurs personnes en Nouvelle-Angleterre qui en voudraient. Là. Oui. Ou même la Californie qui continue. En fait, il y a un nouveau programme de rabais qui s'est instauré en Californie ou qui est en train, juste sur le bord, je suis plus sûr, mais pour aider un peu à pallier à la disparition du rabais fédéral. Mais si on regarde le portrait d'ensemble, effectivement, t'as raison, il passe beaucoup de messages négatifs à ce niveau-là. Et dans les autres facteurs, parce qu'on voit que c'est multifactoriel, il y a la fin de nombreux modèles qui ont été annoncés, des modèles chers, donc chers à nos cœurs, c'est-à-dire le Ford Lightning, le Bright Drop, Kia V6, qui est quand même un choix surprenant de Kia de retirer ce modèle-là, qui a été un modèle phare là, dans l'année 2022, entre autres. Puis aussi Jeep Wrangler, puis Tesla. Fred, tu t'en allais dire? La EV6, c'est bon de mentionner que c'est juste au Canada. Fait que ça se peut que ce soit temporaire, probablement lié, entre autres, parce que justement, là, il était fait aux États-Unis. Le connecteur NACS puis différentes choses dans le style. C'est probablement certaines choses qui influencent avec les contre-tarifs et tout. Donc, je ne mettrais pas ça comme une mort, mais il y a une pause pour l'instant. Oui, ça a un impact, hein, c'est ça qui est à retenir. Il y a ça aussi qui a annoncé, comme tu disais, la fin de la modèle S et de la modèle X qui devait... X n'a jamais été un très gros vendeur parce que c'est un véhicule qui était beaucoup plus cher, mais la S a eu ses bonnes années de gloire, mais il faut dire que la 3 et la Y depuis ont vraiment pris le dessus. Là, donc,
En même temps, c'était pas les gros modèles, les modèles les plus populaires. C'est plus surprenant du Ford F-150 Lightning qui fonctionnait bien, les Bright Drop aussi, qui sont des véhicules qui étaient en demande. Ils fonctionnaient bien ici. J'ai l'impression, c'est que malheureusement, tu sais, quand justement José parlait de l'incitatif, de la fin de l'incitatif aux États-Unis, justement la rhétorique au niveau du gouvernement des États-Unis et tout, c'est plus là que ça l'a affecté, j'ai l'impression, en grande partie, le marché aux États-Unis. Puis donc, ça s'est répercuté. Ils sont pas pour garder l'usine qui font des Lightning ouverts juste pour le Québec. Non, c'est clair. On oublie souvent qu'on est à la fois atypique dans nos habitudes d'achat pour le reste de l'Amérique. Là. Je veux dire, on se compare pas l'Amérique n'est pas homogène. Là. Puis on est très atypique. D'une part, et on est un petit marché par rapport au reste. Donc, c'est pas parce que un modèle de voiture, c'est super bien vendu. Il y a des modèles de voitures qui étaient la première, deuxième ou troisième voiture la plus vendue au Québec qui vendaient presque pas globalement en Amérique, alors qu'ici, c'est un très grand succès. Donc, t'as tout à fait raison, Fred, quand tu dis qu'il faut faire attention. Oui, c'est populaire ici, mais pas nécessairement populaire partout. Donc, au Dakota, quand on s'achète un pick-up, c'est pas un Lightning. Là, mais peu importe la raison, c'est triste. Oui, tout à fait. Il faut aussi dire, et on l'a répété, et on le disait à la blague, moi puis Simon-Pierre Rioux, quand on a fait le spécial en début d'année sur les nouveaux modèles, on était tout le temps avant dans une phase où il y avait plein de nouveaux modèles qui s'en venaient, c'était excitant, puis quand tu faisais les statistiques, Fred avec Jean-François à l'époque, puis tout ça, voici les nouveaux modèles, puis il y avait toute une liste, et là, cette année, en fait, l'année dernière, il n'y a pas eu énormément de nouveaux modèles. Encore cette année, il y en a, mais on a connu des années plus fastes en termes de nouveautés. Là. On sent que 2024 était vraiment, je pense, à le record justement au niveau des nouveaux modèles. Fait que non seulement on avait eu des bonnes ventes, il y avait eu plusieurs nouveaux modèles. Puis ça, d'ailleurs, c'est un autre facteur qui vraiment n'a pas aidé pour 2024. Le nombre de nouveaux modèles, il y en avait moins et la plupart des nouveaux modèles, à part peut-être 2, c'était des très, très dispendieux. Ou des... Il y a une zone dans la catégorie que peu de gens peuvent se permettre. Oui, c'est ça. Donc, au final, vous allez dire, OK, il n'y a pas de nouveaux modèles qui prennent un autre modèle plus ancien. Oui, mais il y a beaucoup de gens que c'est ça que j'aime, ou c'est ça que j'aime, ou quand le nouveau arrive, j'ai le temps un certain attrait de la nouveauté et tout ça, puis là, t'as un peu, là, j'avais pas considéré, mais là, vu qu'il y en a moins de ces nouveaux modèles-là, ça vient qu'il y a moins de personnes qui sont peut-être portées à commencer à considérer qu'il y aurait eu, s'il y aurait eu plus de nouveaux modèles. C'est clair. Donc, tous ces éléments-là, tous ces vents de face-là qu'on vient de décrire ont eu un impact sur l'état de la situation. Donc, ce ralentissement de l'accélération, on le répète, donc il s'en est vendu, mais c'est moins que si toute cette conjoncture-là nous était pas arrivée. Et ça, tout en même temps, tout ce qu'on vient de nommer là, c'est pas arrivé 3 mois, c'est une affaire, après ça, tout ça est arrivé à peu près dans le même 6-8 mois. Là. Fait que c'est sûr que ça a plombé énormément les intentions d'achat des Québécois. On en reparlera tantôt, mais là, on sent quand même qu'il y a quelques petits vents de fraîcheur et on va les prendre quand ils passent. On va parler maintenant de la répartition des véhicules tout électriques versus les hybrides branchables. Donc, on se rappelle que historiquement, on a basculé graduellement d'un monde dans lequel il y avait beaucoup plus d'hybrides branchables que de tout électrique. On était rendu avec un univers dans lequel on avait 70% ou à peu près, ou 65%, on était à 65 tout électrique pour à peu près 35 hybrides branchables. Et là, dans les dernières statistiques, on avait commencé, ça avait comme, pas beaucoup, mais un petit peu légèrement fléchi, c'est-à-dire que le nombre d'hybrides branchables avait remonté au détriment du tout électrique. Est-ce qu'on s'est maintenu dans cette tendance-là, Fred? Je dirais justement le portrait global, finalement le total en date du 31 décembre. Effectivement, on est encore à peu près stable à 70,67 de 100% électrique versus 29,34 d'hybrides rechargeables. Ce qui est à toute fin pratique juste une petite coche. On est 0,26% plus bas que le 31 décembre 2024. Donc, ça l'a descendu un tout petit peu. Finalement, c'est que si on regarde en 2024, maintenant, si on fait juste regarder la progression en 2024, on parlait de 79,7% de 100% électrique versus 20,3% d'hybrides rechargeables. Alors que cette année, on est à peu près 10% de moins
au niveau des 100% électriques et donc 10% de plus au niveau des hybrides rechargeables. Donc, finalement, c'est le portrait de cette année. Ça a tombé qu'on est arrivé à peu près à notre cumulatif qu'on avait avant. Donc là, on est à peu près stable. On va voir comment ça va aller finalement en 2026, que les nouveaux modèles vont apporter, le retour du rabais, que rappelons-le, justement, le rabais fédéral est encore... la nouvelle version du rabais fédéral est encore plus généreuse au niveau des 100% électriques. Donc, on parle de 5 000 pour un 100% électrique et 2 500 pour un hybride rechargeable. Donc, c'est peut-être des choses qui vont aider un peu. Là. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que dans cette période morose-là qu'on a passée dans la dernière année, là, la panoplie de vent de face dont on a décrit, qu'est-ce qui explique que les gens, dans une telle circonstance, se sont peut-être un peu plus tournés vers l'hybride branchable que le tout électrique? Est-ce que c'est parce que puisque la subvention disparaît, la subvention est beaucoup plus grande, toute proportion gardée, sur un tout électrique que sur un hybride, donc ça fait moins mal de perdre la subvention sur un hybride rechargeable? Ou qu'est-ce qui fait? Les gens ont peur du 100% électrique à cause de ce qui se dit dans les médias, donc se disent « je vais jouer safe puis je vais y aller avec un hybride rechargeable ». C'est quoi, selon vous? Selon moi, ces deux raisons-là que tu as dit, oui, sont vraies. Puis une de ces deux-là, selon moi aussi, a quand même, je dirais, une partie une partie importante de la différence. C'est le bout que tu disais, ah ouais, mais là, il y a plus de rabais sur le 100% électrique que sur l'hybride rechargeable, donc ça me fait moins de mal de le perdre, effectivement. Mais aussi, ce que ça veut dire, c'est que l'année passée, en 2024, il y a beaucoup de gens qui voyaient venir la diminution annoncée des rabais. Donc, il y a plus de monde qui prévoyait, selon moi, aller vers le 100% électrique. Qui ont devancé leur achat. Fait que c'est un trou qui a été creusé parce qu'on a pelleté avant. Exact. Ouais. Fait qu'il y a probablement un paquet tout ça. Donc, surtout si on regarde les nouveaux modèles qui sont soit arrivés genre sur les derniers mois de l'année puis ils arrivent encore au compte-gouttes, ou justement les nouveaux modèles d'annoncer cette année, il y en a plusieurs d'intéressants dans le 100% électrique. Donc, je m'attendrais à peut-être voir un petit regain cette année du 100% électrique. Probablement pas le niveau de 80-20 comme qu'on avait en 2024, mais plus haut que le 70-30 qu'on avait en 2025. Il y a aussi, il y a eu plusieurs constructeurs qui ont dit, nous, on se repositionne face à l'électrique. Hein. Il y a des cibles qui ont été retirées, tout ça. L'incertitude fait en sorte que les gens, comme tu disais tout à l'heure, disent, je vais prendre la version plus safe. Oui, je vais avoir un petit peu d'électrique, mais en étant hybride branchable, je garde mon côté essence pour me sécuriser. Donc, on cherche la sécurité au travers de tout ce qui est chambranlant ou, en tout cas, en mouvance. Fait que la campagne de peur réussit jusqu'à un certain point, a fait peur à certaines personnes qui se disent c'est peut-être pas prêt. C'est ce qu'on entend souvent, là. Puis se rabattre vers quelque chose dans lequel ils se disent je peux pas être mal pris, il y a du gaz là-dedans. Tu sais, c'est un peu ça. C'est triste pareil parce que on le sait tous, là, puis tous ceux qui avaient des voitures électriques, vous le savez, c'est sans fondement, ces craintes-là, mais ça reste que c'est ça, l'être humain est manipulable. Hein? C'est ça. Mais d'un autre côté, heureusement qu'on a ce tremplin-là, parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui vont avec l'hybride rechargeable, qu'après ça, ils disent, hey, prochain, je fais le saut. Et c'est en fait la majorité des gens qui avaient, pas tous, une fois de plus, ça n'existe jamais, le tous, mais il y a une très, très grande proportion des gens qui sont dans l'hybride rechargeable, que leur prochain, ils font le saut vers les 100% électrique. Tout à fait. Fait que je le vois pas négativement dans le sens où je trouve ça plate pour eux. Ils viennent, tu sais, ils se retardent d'une vie de voiture, de peut-être la voiture de leur rêve. Mais globalement, on le sait tous que quand on va vers l'hybride rechargeable, c'est le premier pas vers le 100% électrique parce que rares sont les gens qui, après leur expérience, constatent pas que finalement, ils réussissent à faire leur journée en tout électrique quand il y a une auto qui a 70-80 km d'autonomie tout électrique, c'est un hybride rechargeable. Fait que, à un moment donné, ils se font comme, si j'en avais une de 400 km tout électrique, c'est sûr, je serais correct, là, puis la peur disparaît, mais ça reste que au lieu de continuer la progression qu'on avait vue vers le 100% électrique, on voit que ça stagne un peu, voire une légère régression. Je dirais, il y a une partie du public que je peux comprendre, ceux qui n'ont pas nécessairement du public, des gens, de la population, qui n'arrivent pas nécessairement à recharger à la maison. Donc, il faut qu'ils se fient aux bornes de rue, qu'ils se fient à la borne au travail, qu'ils se fient. Donc, dans ces cas-là,
disons, je peux un peu comprendre. Là. Même si on a une borne de rue, mais je suis pas certain qu'elle va être libre, puis là, je veux pas me ramasser pogné. Donc, dans ces cas-là, mais heureusement, il y a de plus en plus d'hybrides rechargeables qui commencent à avoir de plus en plus d'autonomie aussi. Ouais. On parle pas du 300-400 km, là, mais ça l'augmente peut-être de 5 km par année en moyenne. Ouais. Si on prend le portrait d'ensemble, là, ça continue à augmenter tranquillement pas vite. Donc ça, au moins, ça l'aide à les gens qui... Le piège avec les hybrides rechargeables, c'est qu'il y a certaines personnes, puis une fois de plus, je me lâche pas dans les... J'ai pas les chiffres exacts, puis ça va dépendre vraiment d'un profil à l'autre, mais il y a certaines personnes qui achètent l'hybride rechargeable et qui la pluguent pas. Donc, dans ce temps-là, tu vas être un peu manqué ton but. Puis, ouais. Tu freines deux technologies. En plus, dans le fond, tu augmentes tes dépenses inutilement. Là. Tout à fait. Ouais. Parce que là, tu as deux technologies à entretenir. Une batterie, puis... oui et non. Il y a une technologie qui n'a pas besoin d'être entretenue, ou presque. Oui, non. Oui, mais... Je comprends, mais tu sais, tu l'as acheté pour... tu l'as payé. Ça, oui. Tu l'as payé puis tu l'utilises pas. Tu as arrêté aussi bien de prendre une auto juste à gaz. Bon, parlons des voitures en tant que telles, parce que ça, on le sait que les gens aiment ça, entendre parler des voitures qui cartonnent, donc celles qui sont le plus immatriculées sur nos routes, mais également celles qui ont le plus vendu, en tout cas qui se sont le plus immatriculées dans le trimestre. On sort et là je trace des grandes lignes et puis on pourra les comparer, mais on sait que depuis plusieurs mois, voire années, Tesla règne dans les plus populaires au classement cumulatif. Mais si on regarde en termes de progression trimestrielle, avec l'arrivée de la Chevrolet Equinox particulièrement, là, Tesla s'était fait vraiment devancer en termes de vente trimestrielle ou d'immatriculation trimestrielle. Elle restait en tête de peloton parce que son avance était grande, mais on sentait l'Equinox monter. Est-ce que cette montée-là de l'Equinox se continue? Est-ce qu'on a des surprises? Fred, je vais te demander de commencer à me parler. Pas des plus populaires. Là, donc, si on y va, justement, tu parlais de Tesla, que oui, effectivement, la Model 3 et Model Y sont encore en haut du classement, mais ils progressent pas bien. En fait, même la Model 3, durant la dernière année, a régressé. Elle était à 30 000 et des poussières à 31 décembre 2024 et est maintenant rendue à 29 061. Donc, il y en a moins, il y a 1143 de moins cette année que l'année passée. Et la Model Y, elle, il y a seulement eu une augmentation sur l'année au complet de 1337. Donc, tu combines les deux ensemble, il y a une augmentation de 200 et des poussières seulement pour Tesla. Fait que Tesla a à peu près pas bougé globalement, mais la Model 3 est encore le modèle le plus immatriculé, suivi de la Model Y. C'est ça, 29 000 pour la 3, 26 500 à peu près pour la Model Y. Et ensuite vient la Hyundai Kona électrique, qui est là depuis très, très longtemps. Ouais. Elle n'a jamais fait de record, mais elle continue à peu près assez régulière. Elle a toujours été bonne troisième ou dans ces coins-là, puis elle se maintient super bien. C'est ça. Le trimestre un petit peu plus gêné, avec juste 500 d'augmentation, mais quand même, sur l'année, on parle d'un 3148. C'est pas la meilleure progression, mais c'est une progression qu'elle garde régulière depuis très, très, même depuis avant ou dans le coin de la Model 3, là, un petit peu après la Model 3. Donc, elle garde cette progression régulière-là depuis très, très longtemps. Et Hyundai font pas nécessairement tous les gros... Comment dire? Ils prennent pas de positionnement politique, ils sont dans un pays qui n'a pas de contre-tarif. Donc, il y a tout plein d'affaires aussi qui aident Hyundai, qui aident à ce qu'ils continuent à avoir une bonne progression régulière. Après ça, en 4e position, on a notre première hybride rechargeable, le Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Ils sont rendus à 20 825 véhicules, qui a quand même eu un bon trimestre aussi avec une progression de 666 et 3031 sur l'année. Donc, juste au niveau de l'année au complet, juste un petit peu en bas du Kona. Une chose intéressante à considérer aussi pour le Outlander, c'est que cette année, donc en 2026, il y a une nouvelle version justement qui arrive. Tantôt, je parlais d'un peu plus d'autonomie pour les hybrides rechargeables. Eh bien, c'en est un exemple justement. Il va passer de 61 à 72 km d'autonomie. Puis je dirais ce qui est intéressant, quand j'ai été voir un peu les cotes de consommation au niveau du site du gouvernement fédéral, puis où la batterie grossit un petit peu, mais pas tant que ça. Ça veut dire qu'ils ont réussi, ils ont pas juste été une augmentation d'autonomie bye-bye de une grosse batterie.
Ils ont augmenté un petit peu la batterie, Optimisé. puis Ils ont optimisé augmenté différentes affaires. l'efficacité. Exactement. Donc ça l'aide finalement à vraiment gagner sur toute la ligne. Probablement, ils arrivent à garder le prix, eux autres, de revient similaire. Les gens, ils ont plus d'autonomie, ça leur revient moins cher à rouler au final. Puis c'est vraiment le genre d'autonomie, d'amélioration à un modèle. Puis c'est la même idée pour les électriques. T'es tout le temps mieux d'augmenter l'efficacité de ton modèle électrique, 100% bien sûr, électrique, ouais. que de juste augmenter la batterie. C'est pas mauvais augmenter la batterie, mais c'est un choix entre les deux. T'es mieux d'y aller comme ça. Et après ça, tu parlais de l'Equinox. Donc, on a enfin notre Equinox qui arrive. En 5e position. C'est ça. On avait prédit qu'il était pour battre le Outlander. On s'est trompé. Pas beaucoup. On s'est trompé de 46 véhicules. Eh là là, Je t'approche. C'est ça. Donc, justement, là, le Outlander est à 20 825 et l'Equinox est à 20 779. Mais justement, l'Equinox a eu une progression dans le dernier trimestre de 1468 versus le 666 de l'Outlander. Donc, c'est quand même une très bonne progression. Donc, à part en cas de malheur ou de coup de circuit de l'Outlander, je prédis avec assez de confiance que le prochain trimestre, ça va être non, le cas. Puis je pense que c'est pas un gros risque d'affirmer que l'Equinox va le dépasser, là, à moins qu'ils se mettent à avoir un engouement monstre pour le nouveau modèle de... Dans la Bolt, pour rester dans la même famille. Non, je ne Mais il n'y aura pas encore le volume. au Outlander. OK. Ouais, mais oui, la Bolt, ça va être intéressant à suivre. En fait, il y a peut-être une couple de choses qui vont faire un petit peu mal cette année à l'Equinox en termes de vente ou qui vont forcer Chevrolet à peut-être de devoir se forcer un peu plus au niveau des prix, de donner des rabais de plus. Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs nouveaux modèles qui s'en viennent pas chers, dont un dans la même famille qui va être la Bolt. Ouais. Puis l'Equinox, une des raisons pourquoi il a été si populaire que ça, c'est son prix. Donc, il y avait, le format du véhicule, c'est un bon véhicule et tout, mais il y a aussi un prix intéressant. Ouais. Donc, on vient de nommer la 5e position qui est la Chevrolet Equinox avec 1468 dans le trimestre, 6434 pour l'année. Ce qui la rend, j'aurais eu tendance à dire ce qui la rend la voiture la plus vendue dans le trimestre, mais non, on a eu une surprise dans ce trimestre-ci, on va y revenir plus tard. En 6e position, donc, et 7e position, c'est les deux petites sœurs. Ou un mec des deux, je sais pas. Je sais pas si, ils sont hybrides, fait qu'ils ont peut-être les deux. Ah! les hermaphrodites. Donc, on parle de la Prius hybride branchable et la Toyota RAV4, les deux Toyota, là. Toyota RAV4 hybride branchable. Depuis quelques trimestres, de façon surprenante, la Prius faisait un peu mieux que le RAV4. Là, on est revenu dans des terrains un peu plus, je dirais, normal, mais c'est pas une grosse différence. On parle d'un 552 pour la Prius et d'un 707 pour le RAV4. Et au niveau de l'année, justement, on a 2720 pour la Prius, puis 2506 pour le RAV4. Donc, très, très similaire. Ouais, ça se ressemble beaucoup. Ensuite, vient la Ioniq 5 en 8e position. Qui, elle, je suis un peu confus sur la Ioniq 5. Sur plein de niveaux, c'est un super de bon véhicule. Historiquement, il avait fait bien. Il y a eu un début d'année tonnerre, quand même pas si pire, justement, avec 2147 pour les 2 premiers trimestres. Mais les 2 derniers trimestres, c'est 261. Donc, divisé par 10, la deuxième moitié de l'année versus la première moitié de l'année. Est-ce qu'on peut faire, puis je ne veux pas faire de rapprochement ou d'analyse trop facile, mais n'y aurait-il pas un lien entre ce qui se passe avec les CCU de cette voiture-là, qui est un problème passablement courant et généralisé du véhicule qui lui donne mauvaise presse, malgré le fait que c'est un excellent véhicule, là, tu sais, je tiens à dire, et que tu remplaces le CCU, ta main nouveau, puis l'auto, elle marche comme une neuve, il n'y a pas de problème, mais ça arrive à tellement de personnes, puis c'est un problème qui est fatigant parce que quand ça arrive, la voiture cesse de rouler puis de fonctionner. Là. Tu peux pas dire moi y aller la semaine prochaine, je vais aller au garage. C'est comme ton auto ne fonctionne plus, puis c'est sur le towing. Là. Fait que ça donne mauvaise presse. Hein. Il y a des gens qui s'en sont plaints à la télévision, on l'a vu au bulletin de nouvelles. Ça doit pas aider, ça. J'ai l'impression que ça doit être effectivement, malheureusement, un des facteurs. Parce qu'il y a plein de monde qui... j'ai parlé à quelques personnes qui connaissent à peu près rien aux autos électriques. Puis on parlait de différents modèles, puis ça, quand j'ai eu le malheur de parler de Hyundai Ioniq 5, là, il voulait rien savoir à cause de ça. Il savait pas c'était quoi un ICCU, mais il voulait rien savoir à cause de ça. Les gens retiennent les affaires négatives, ça, ils sont bons pour retenir ça. Fait c'est certain qu'écoute, ça peut arriver, oui. Selon, je pense, les chiffres officiels que j'ai vus de Hyundai, ça serait
Au niveau de l'Amérique du Nord, donc c'est pas nécessairement juste, je sais pas, peut-être qu'il y en a une prévalence un peu plus haute au Québec à cause d'un climat, je sais pas. Mais au niveau de l'Amérique du Nord, c'est moins de 1%. Il y a un X5 qui aurait eu vraiment des problèmes avec. Tu sais, que ça causait que le monde... Plusieurs en doutent, de ce chiffre-là. Plusieurs en doutent. En tout cas, statistiquement, sur les forums de propriétaires, ça semble être beaucoup plus haut que ça. Mais des fois, encore une fois, et je le répète, il faut faire attention. Les gens qui ont des problèmes se plaignent. Les gens heureux sont sans histoire, on n'entend pas parler, c'est... Ouais, ben, en fait, justement, moi, c'est bon, j'ai une modèle 3 dans les premières années, la rouille, puis tout ça, ou la peinture, qualité de la peinture. Ouais, mais parce que, justement, c'est de faire comprendre aux gens sur les forums, les groupes, ou même à la télé, quand ils rapportent des nouvelles, c'est, excusez, moi, si à chaque matin que je pars mon auto, ça irait bien, je ferais un post sur mon groupe de mon modèle d'auto. Ça ferait beaucoup de pauses à la fin de la journée si tout le monde fait ça. Donc, c'est plus le monde qui ont des problèmes que d'habitude ont tendance à soit poser des questions pour avoir de l'aide ou de juste faire ventiler, faire passer la frustration. Là. Quoi qu'il en soit, c'est un modèle qui est aimé du public en général, qui performe bien en termes de rendement de véhicule. Puis en termes de vente, il est en 8e position des ventes, des immatriculations, je devrais dire, globales au Québec actuellement. Donc, c'est le 8e véhicule le plus électrique, le plus populaire sur nos routes. Donc, force est d'admettre que c'est pas un mauvais véhicule. Puis aussi, c'est ça, oui. Puis s'il y en a qui c'est peut-être juste qu'il n'y en a pas disponible, j'ai été voir sur finalement autowebdo.net sans faire de publicité, petite recherche, il y a un X5, telle année, 9. Non, il y en a beaucoup. Il y en a dans plein de concessionnaires un peu partout. C'est pas qu'il en manque. Il y en a. Donc, il faut croire que le monde décide de passer. Soit l'offre, le taux, je sais pas, peut-être le taux d'intérêt est pas assez intéressant, ou je sais pas c'est quoi le facteur exact pour sûr, mais il y en a disponible. C'est pas un problème de disponibilité, ça, c'est sûr. En 9e position, les chiffres m'ont surpris quand j'ai vu ça. Tantôt, on parlait de bons spéciaux, de rabais et tout ça. Je serais pas surpris que justement Ford se sont forcés un peu pour soit le taux d'intérêt, soit des rabais ponctuels, soit je sais pas. Mais effectivement, la Mustang Mach-E, le cheval a décidé de se mettre à courir encore plus vite. Ouais. Donc, c'est lui qui a fait le mieux pour le trimestre. Donc, ils sont rendus maintenant à 15 698, une augmentation de 1591 et sur l'année, 3581. Puis finalement, c'est le seul changement de position dans notre top 20 dans le trimestre. Donc, il est passé de la 10e à la 9e position, devançant ici la Chevrolet Bolt EV. Que, bon, elle, on va s'entendre, il n'y a pas eu une grosse augmentation. Il y a eu une légère baisse de 64. Il n'y en a plus, c'est normal. C'est quand même pas mauvais, une baisse de 64 versus une baisse de 605 pour la Tesla Model 3. Ah ouais, tout à fait. On dira ce qu'on voudra. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est notre petit changement de classement. Donc, on a nommé les 10 premières places. Peut-être en rafale rapidement les autres modèles. On va aller peut-être un peu plus rapide là, pour les de 11 à 19. 11, Volkswagen ID4. En 12e position, la Nissan Leaf. Mentionnons la Nissan Leaf, elle a une progression plutôt anémique. Puis en fait, c'est la première fois qu'on arrive, je pense, à une progression dans le top 20 qui est plus 0 dans le trimestre. Mais 0 pile, pas plus 1, moins 1, 0. Mais ça, ce qui arrive, c'est qu'il y a une nouvelle génération de la Nissan Leaf qui commence à arriver. Mais justement, j'ai été voir sur Auto Hebdo justement pour la Leaf et il y en a à peu près pas en inventaire. Donc, c'est vraiment la nouvelle modèle de Leaf qu'elle arrive encore au compte-gouttes. C'est pas nécessairement qu'il n'y a pas de demande. Donc, justement, elle est à plus 0 puis moins 8 pour l'année. Il y a eu quand même certaines ventes de la nouvelle modèle de Leaf. C'est juste que... Ça en est remisé plus qu'il s'en est vendu. Ou égal. Ouais. Puis si on regarde justement la Leaf, il y en a plusieurs qui ont de l'expérience là, et qui s'est rendu qu'ils sont essoufflés. Là. Ouais. Les premières, c'est quoi? C'est 2011, 2012? 2011. Fait qu'il y en a qui sont rendus à 15 ans là-dedans. Ouais. Donc, il y en a pas mal certaines d'entre eux qui ont été prendre leur retraite. Là. Après ça, justement, on a la Bolt EUV en 13e, la Chevrolet Volt avec un V, donc justement, l'hybride rechargeable arrive à peu près en même temps que la Leaf en 14e position. Donc la Volt qui ne se vend plus depuis de nombreuses années, donc qui, de trimestre en trimestre, il y en a de moins en moins sur les routes, donc elle descend graduellement. Après ça, le Ford Escape hybride rechargeable, le Ford F-150 Lightning, qui a malgré tout fait un très bon trimestre, même, je dirais même une très bonne année, mais qui va être sur ses derniers kilomètres.
Au niveau de la progression, les véhicules qu'on a sur la route vont continuer encore longtemps, mais il ne faut pas s'attendre à de grosses progressions futures. La Kia Niro EV, la Toyota BZ, anciennement appelée BZ4X, là, il en renomme à peu près un par trimestre, Toyota. Mais là, après ça, il en reste plus qui peuvent renommer. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont recommencer à nouveau. Dieu verra. Quand t'as mauvaise presse, tu changes de nom. Puis je sais pas, mais ils changent quasiment de... c'est ça. Mais quand même, c'est un véhicule qui a bien performé pour plein de raisons, mais entre autres, ça n'est un de cas de prix intéressant et de taux d'intérêt qui était très bas longtemps sur Toyota. Là, je connais des gens qui ont acheté des BZ dans le temps qui s'appelait BZ4X là, à des prix vraiment très intéressants. Là. Puis si les défauts de cette voiture-là sont des défauts qui pour toi sont pas importants, parce que je rappelle que ce qu'on lui reproche, c'est sa vitesse de recharge, là, mais il y a des gens comme moi et plein d'autres qui se chargent presque jamais sur des bornes rapides. Fait que pour ces gens-là, c'est un véhicule tout à fait acceptable. Puis on a beau chialer contre ça, c'était quand même une coche au-dessus de la bonne vieille Chevrolet Bolt. Qui avait eu des très gros succès aussi. L'important, c'est justement d'acheter un véhicule en connaissance de cause et de s'assurer que... Et d'avoir un prix cohérent avec ce qu'on achète. C'est ça. Et les deux derniers, on était rendu à 18 avec la Toyota BZ, 19 et 20. La Kia EV6, qui malheureusement n'aura probablement pas grand progression en 2026, donc elle risque de sortir du top 20. Et le Jeep Wrangler 4XE, que lui aussi risque de plus avoir grand progression vu que la production a été arrêtée aussi. Puis qu'il y a eu différents problèmes de rappel et tout, donc c'est probablement pour ça qu'il a quand même commencé à descendre un petit peu plus rapidement qu'on pourrait s'attendre. Excellent. Donc, les points qui sont là, on en a parlé en cours de route. José, si on regarde les progressions annuelles, parce que là, évidemment, les chiffres qu'on a dit là, en première place, en deuxième place, on parle globalement sur les routes, la voiture qui a le plus, c'est la Model 3, en deuxième, c'est la Y, en troisième, la Kona, etc. Mais si on regarde l'année 2025, il ne faut pas que je me trompe, oui, l'année 2025, quelles sont les voitures qui ont eu la meilleure progression annuelle là, dans l'année? Donc, pour la variabilité annuelle au 31 décembre 2025, on n'est pas surpris avec la Chevrolet Equinox EV. Par contre, au niveau du trimestre, elle arrive deuxième. Mais pour l'annuel, c'est elle la première. Avec presque le double pas tout à fait le double là, de son plus proche concurrent. Là, sur Tout à fait. Donc, le concurrent qui le suit, c'est la Ford Mustang Mach-E. Donc, Chevrolet Equinox plus 6434, alors que le Ford Mustang Mach-E plus 3581. Donc, oui, comme tu dis, c'est quasiment le double. Là. Ensuite, avec la troisième position, autant au niveau trimestre qu'annuel, on a le Ford Lightning avec une progression annuelle de plus 3390. En quatrième position, on a Hyundai Kona, donc avec un plus 3148. Et finalement, en cinquième position, notre hybride branchable, Mitsubishi Outlander PHEV avec plus 3031. C'est quand même, ça me fascine de voir que dans les trois premières places, tu as deux véhicules Ford, alors que Ford se désengage de l'électrification publiquement. C'est quand même... Puis là, tu vas me dire, oui, mais c'est ici, ça, au Québec. Il y a ça, mais c'est qu'ils ont leur nouvelle génération. J'ai l'impression qu'ils misent tout sur leur nouvelle génération, quitte à prendre un peu de retard maintenant. Ouais. On l'espère. Puis c'est des voitures qui ont bien performé. Là, la Ford Mustang, ça fait un petit bout quand même, mais je parle de F-150 particulièrement, qui a fonctionné à retardement. C'est-à-dire que, il s'en est vendu une batch là, quand c'est arrivé, parce que là, tu avais ceux qui attendaient ça, qui se sont garochés dessus, mais ça a stagné longtemps, puis on dirait que ça s'est mis à redécoller d'une deuxième phase. Il y a on dirait qu'il y a eu une période d'adaptation de l'Homo erectus à avoir un pick-up électrique. Et à partir du moment où, OK, c'est correct, le stress post-traumatique est bien maîtrisé, ben là, il y a eu comme une relance. Et dans la dernière année, on a vu énormément d'augmentation. Il y a toujours une question de disponibilité aussi, me direz-vous, là, bien entendu, mais je sens quand même qu'il y a eu une acceptation qui est venue. Puis il y a eu de la concurrence au Ford qui est arrivé avec le Sierra, tout ça, et qui sont plus performants sur plein d'aspects, mais aussi plus chers. Fait que j'ai comme l'impression que ça comme, OK, il y a d'autres affaires, mais c'est plus cher. Fait que, OK, c'est correct, je n'étais pas sûr, mais là, oui, OK, j'y vais avec le F-150. Et
beaucoup de popularité. Puis on le voit, les chiffres le démontrent. Ben, tant mieux. Parce que Ford n'a pas quand même beaucoup de modèles électriques. Là, hein? C'est pas, ils ne peuvent pas se rabattre sur des 5-6 modèles. Ils en ont, remarque, la plupart des manufacturiers n'en ont pas des tonnes non plus. Il y a Hyundai puis il y a Kia qui en ont beaucoup. En plus, oui. Mais globalement, en général, là, c'est ça. Il n'y a pas juste le marché nord-américain. Mais Chevrolet, je dirais la gamme GM aussi, il commence à en avoir un nombre intéressant. Oui, parce que les camions, les autos, il y en a de plus en plus. Le V9 fait quoi là-dedans? Le V9, on a une augmentation pour l'année de 1825. Donc, c'est quand même notre champion 7 passagers, même s'il n'y en a pas tant des 7 passagers comme tel. Fait que c'est une mention honorable. On sait, c'est un véhicule qui était quand même attendu, mais qui fait concurrence à l'Ioniq 9 aussi, avec la même plateforme, mais un visuel différent. À l'inverse, pour la Fiat 500e, donc on a une petite consternation ici, là, avec seulement 1299 véhicules de plus pour l'année, alors que c'était le modèle quand même le plus abordable. On en discutait tout à l'heure là, entre nous. Là. Je pense que les chiffres vont changer en début d'année là, avec les ventes qu'ils font là puis l'espèce de vente pour écouler les modèles avec des prix dérisoires, là, on va le dire, là. 42 $ par semaine, taxes inclus pour un véhicule. Je veux dire, à un moment donné, c'est moins cher qu'une carte de métro. Là. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'était avant le nouveau 5000 qui vient du rabais fédéral qui vient de revenir. Là, donc. C'est vraiment... Puis on le voit, là, il y a beaucoup d'engouement. Les gens en parlent. Les journalistes automobiles, Antoine Joubert en a acheté une aujourd'hui. Il a pas ça que c'en est acheté une pour lui. Il a mis ça sur les réseaux sociaux. Ça a parti en trombe. On le voit beaucoup. Puis je connais personnellement 3 personnes dans une semaine qui se sont achetées une Fiat 500e. Là. J'ai jamais... Aucun modèle de voiture, ça m'est arrivé que dans la même semaine, 3 personnes que je connaisse me disent « Martin, j'ai acheté tel modèle, puis les 3, c'est le même modèle. » Mais c'est pour des raisons différentes, mais au final, ça converge vers le fait que là, c'était tellement pas cher que c'était ridicule de ne pas le faire. Là, à ce prix-là. Dès que c'est un format de véhicule qui satisfait un peu tes besoins, c'est. Tout à fait. Puis rappelons qu'on n'est pas obligé de tout le temps avoir les 2 véhicules dans le ménage qui satisfont tout. Tu peux en avoir un qui est plus pour un cas, un style d'utilisation, puis l'autre qui est pour l'autre moitié des déplacements. Fred, il y a quand même quelques phénomènes intéressants qui se sont produits dans ce dernier trimestre qui sont dignes de mention, je pense. Oui, c'est ça, ou plus dans la catégorie phénomène spécial ou surprenant ou... Inexpliqué. Ouais, t'as-tu la toune de X-Files? non, mais j'aurais pu la mettre, mais je ne l'ai pas. Là. Mais ça, donc, mentionnons, justement, on était tout le temps surpris de la Fisker Ocean qui continuait à progresser très, très, très lentement parce pour les ceux qui ne savent pas, justement, la compagnie a fait faillite au moment que le véhicule commençait à être déployé, à être vendu aux clients. Fait que ça avait monté jusqu'à 53 et là, il vient d'avoir une petite baisse à 49. Donc, mais malgré tout, ça allait réussir à monter jusqu'à 53. Personnellement, je suis surpris. Mentionnons, tantôt, tu parlais justement des alternatives au F-150 Lightning. Donc, ça, c'est plus alternative de luxe parce qu'on parle pas du Chevrolet Silverado, mais le GMC Sierra qui vient de réussir à dépasser le Hummer. Qui est lui aussi justement dans la marque GMC. Et Polestar, la Polestar 3 et Polestar 4 qui avaient fait leur arrivée déjà depuis un certain temps, surtout pour la 3. La 4. En tout cas, il y en a un des deux qui est arrivé avant, mais les deux autant, ça avait été long à décoller, mais là, on dirait qu'ils commencent à prendre leur rythme de croisière. Puis justement, mais c'est pas des véhicules très accessible. Non, on est loin de la Fiat, mais si on regarde les on prix... est même loin de la Polestar 2 là, en prix. Oui, mais ça, une coche au-dessus de la Polestar 2, mais on n'est pas non plus la Audi e-tron GT RS. Non. Je dirais, c'est quand même, on est en bas du 100 000. Il n'y a pas de taxe de luxe là-dedans, puis... OK, on n'est pas... Ça qualifie pas au rabais fédéral que c'est 50 000 à la limite, c'est clair, mais c'est quand même pas si pire dans la catégorie abordabilité. Abordabilité. Pas exagéré. Juste avant qu'on se mette à parler des marques, Fred, t'as parlé de la Fisker tantôt. Je vais juste rappeler à nos auditeurs, c'est toujours bon de faire des callbacks, des petites plugs, que dans l'épisode 211, on a traité de la Fisker avec des propriétaires qui ont fait l'acquisition de ce véhicule-là
en toute connaissance de cause, donc en sachant que la compagnie avait fait faillite, ont quand même décidé de l'acheter. Évidemment, les prix ont chuté de façon phénoménale. Ça prend des gens braves parce que tu achètes une auto hautement technologique alors qu'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus personne qui fabrique des pièces. Hein, et il y a comme un... Sans tout vous raconter l'épisode, vous l'écouterez, mais il s'est créé comme une micro-communauté avec des ingénieurs, tout ça, puis ils développent la voiture, il y a comme un peu en open source, il y a des gens qui développent des logiciels, qui poussent des mises à jour dans le logiciel. Les voitures sont maintenant rendues avec CarPlay, puis tout le kit, puis des nouvelles fonctions dans le tableau de bord, puis c'est tout fait bénévolement par une espèce d'association des propriétaires de Fisker. C'est vraiment intéressant, vous écouterez l'épisode 211, là, ça explique tout ça en détail, puis ça montre que quelqu'un qui veut, dans le fond, même quand une compagnie fait faillite, on peut, si on a le goût du risque, se lancer dans ce genre de truc-là. C'est évidemment pas pour tout le monde. Allons-y pour les marques maintenant, parce qu'on a parlé de modèles depuis tantôt. Mais bon, avec ce que j'ai entendu, Ford a bien fait, Chevrolet a bien fait. J'ai comme l'impression qu'il y a certaines marques qui sont dans le haut du pavé. Allons-y par les marques maintenant. Qu'est-ce que ça donne en termes de rendement? Alors, si tantôt, on parlait au niveau de l'année, donc on va y aller encore avec l'annuel au niveau de 2025. Bien, comme tu disais, Ford est en première position. Est-ce que je dis les chiffres aussi ou je fais juste OK. Donne-nous tu peux nous donner le total. Là, pour OK, parfait. Donc, en première position, Ford avec plus 8,965. En deuxième position, roulement de tambour, on a Hyundai avec plus 8569 et au troisième rang, puis à peu de différence près, on a Chevrolet avec plus 8173. Donc, c'est ce qui complète notre top 3 là, pour ce qui est des marques. Ensuite, en quatrième position, on retrouve Kia avec plus 7566. Ensuite, en cinquième position, on a Toyota avec plus 6895. Ensuite, en sixième position, Mitsubishi, excusez-moi, plus 2993. Donc là, on voit là qu'on commence à diminuer au niveau des chiffres. Là. En septième position, on retrouve Mazda, qui n'a pas beaucoup de modèles, hein, donc plus 2559. Ensuite, en huitième position, plus 2180 Volkswagen. Ensuite, en neuvième position, Volvo. Quand même, plus 1798, le Volvo X30, qui est quand même un beau petit modèle. Ensuite de ça, la dixième position, Nissan. Donc, plus 1288. Et voilà qui complète notre top 10 là, pour ce qui est des marques. C'est excellent. Et ce qui me frappe, en premier lieu, c'est qu'il y a quelques années, dans les premières places, on avait systématiquement Tesla. Là, Tesla n'est même pas dans les 10 premiers. En fait, il est 15e. Non, en fait, c'est de la façon que notre tableau a été fait. Il est plus bas que ça en réalité. Ah ouais? Ouais, la 15e position, il me semble, c'est autour de plus 600 ou quelque chose dans le style. Fait qu'il est même... Il est bas. Là. Mais c'est donc... et ça change rien. Et là, c'est pas un jugement sur la voiture. Là. Absolument pas ce que je dis, mais clairement, ça n'a pas été une bonne année pour Tesla. Là. Si t'es dans le quartier général de Tesla Canada, puis tu regardes les chiffres de l'année, tu fais comme, faut faire quelque chose. Si on veut continuer à vendre des autos ici, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas pour le reste du pays, mais au Québec, ici, clairement. Au Québec, clairement, ça n'a pas été une grosse année. Moi, je trouve ça quand même frappant. Puis je trouve aussi frappant de voir que c'est Ford qui arrive en première place. Jamais, si tu m'avais pas montré les chiffres, jamais, il n'aurait pas été dans mon top 3, c'est sûr. Là. Mais ça risque malheureusement de prendre un petit bout avant qu'il retourne là. Oui, mais quand même, c'est bon, cette victoire. On y donne pour cette année. En cette période olympique. C'est ça, on va dire les Olympiques 2025, là. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus, Fred, sur ce classement-là? Je dirais au niveau cumulatif, justement, au début de l'année 2025, première position, c'était Tesla. Maintenant, Tesla est retombé en troisième position. Parce qu'on restait à toute fin pratique stable, alors que les autres ont continué à progresser. Donc, puis en fait, justement, Tesla, il faut revenir 6 ans en arrière. Il y a de cela 6 ans, il était en troisième position. Mais sinon, ça faisait 6 ans qu'il était tout le temps au-dessus de la troisième position.
Comme l'a dit tantôt José, justement, la Mazda qui ont quand même bien fait, puis ils confortent leur avance, sont en train d'augmenter un peu. Ils venaient à peine de réussir à arriver dans le top 15, puis là, sont en train de rattraper le peloton de Audi, BMW, Jeep et Volvo, qui sont comme tout un petit groupe à peu près dans le même coin, donc ils se rapprochent de là. Tout ça à l'aide de 2 modèles hybrides rechargeables, qui sont quand même aussi très récents comparativement à d'autres hybrides rechargeables. Subaru, qui pendant un bout de temps donnait le lueur d'espoir d'arriver dans le top 15. Une année, il est arrivé ex-aequo avec Polestar en 15e position. Ben là, il semble ralentir alors que Polestar semble accélérer. Donc, on va voir comment que ça continue, mais Polestar semble vouloir rester dans le top 15 alors que Subaru peut-être va laisser sa place. Fred, dresse-nous donc rapidement, même s'il n'y en a pas eu des tonnes, on l'a dit précédemment, mais il y a quand même eu des nouveaux modèles qui sont apparus sur nos routes en 2025. Dresse-nous donc rapidement un portrait de ces nouveaux modèles-là et leur performance globale. On sait que c'est rarement, à quelques exceptions près, là, la Chevrolet Equinox en étant un, c'est rarement, historiquement, des grosses années. On dirait que les véhicules, quand ils arrivent, c'est plus timide, puis à un moment donné, oups, ça décolle. Est-ce que ça a été le cas? Donc, parle-nous des nouveaux modèles de 2025. C'est ça. Donc, le modèle qui a le plus vendu, puis justement, ça fait 12 mois qu'il est sur nos routes en ce moment, c'est la Cadillac Optiq. Donc, avec 1236, j'ai pas le chiffre exact, mais l'Equinox en 2024, ça devait être aux alentours d'à peu près 15 000 plus ou moins. Donc, c'est 10 fois moins que l'était l'Equinox, juste pour donner un ordre de grandeur sur comment nos nouveaux arrivés cette année sont gênés comparativement à l'Equinox l'an passé. On aurait peut-être dit comment que l'Equinox était wow comparé à tout ce qu'on a pu voir dans le passé. Mais quand même, on parle d'une voiture électrique Cadillac. Là, Cadillac n'a jamais vendu des tonnes de voitures électriques. C'est quand même des bons chiffres là, pour ce modèle-là. Puis il y a plusieurs personnes qui seront juste pas portées à regarder Cadillac. Mais tantôt, tu parlais de bons deals. Ben c'est ça ce qui arrive pendant un certain temps. Justement, ils ont fait des très bons... surtout, je pense que c'était à la location, des arrangements très, très intéressants qui pouvaient le rendre moins cher qu'un Equinox complètement équipé. Ah, tout à fait. Je connais des gens qui se sont procurés la Optiq parce qu'elle revenait le même prix ou même légèrement moins cher que soit un Blazer ou même un Equinox, là. Dans un mois à peu près, là, donc dans l'épisode 217, on parle avec des propriétaires de la Cadillac Optiq qui nous expliquent leur choix. Puis il y a des gens que c'est des gens de Cadillac, ça fait aussi partie des marques là, que les gens achètent parce qu'ils veulent une Cadillac. Puis il y a plein de gens qui ont dit jamais, moi, dans ma vie, j'aurais pensé m'acheter une Cadillac. Puis quand j'ai vu le prix, quand j'ai vu le confort, puis c'est basé sur le même... je dirais le même look quand même. Là. C'est la même base de véhicule qu'un Blazer, puis j'en ai un, mais je peux vous dire qu'assis dans une Optiq, puis assis dans mon Blazer, c'est pas le même véhicule. Pas la même Optiq. Oh, non. Je veux dire, tu me donnerais le choix, puis j'irais vers l'Optiq, là, vraiment facilement. Fait que, bref, tout ça pour dire que oui, Cadillac Optiq a quand même bien fait pour un nouveau véhicule, là. Après ça, en deuxième position, les nouveaux arrivés 2025, on a la Hyundai Ioniq 9 avec 581 en 9 mois. Donc, on peut s'attendre à ce qu'elle continue quand même à monter un peu. Puis, juste pour mettre en perspective un véhicule équivalent Kia, la Kia EV9, cette année a fait 1800. Fait que pour un arrivé... Ouais, puis un modèle plus gros aussi, là, c'est plus gros. Ouais, ben, une couple de centimètres plus gros, là, effectivement. Mais il y a aussi une batterie plus grosse. Puis ça peut être quand même justement intéressant pour certaines personnes. Je dirais que ça a quand même bien fait. Surtout que la disponibilité, ça commence tout le temps au compte-gouttes au début. C'est quand même une très bonne arrivée. Après ça, on a le Jeep Wagoneer S. Plus discret, ça. À 296. Après ça, on a Cadillac Vistiq. On monte en prix, on descend en chiffre à 157. Mercedes-Benz E-Class, Polestar 4. Puis la Polestar 4, justement, ils ont réussi à faire 41 en 12 mois. Mais là, justement, c'est le premier trimestre de la Polestar 4 qui commençait à être... Oui, il faut faire attention parce qu'on donne le chiffre sur l'année, mais des fois, le véhicule était rendu disponible, mettons... tard dans l'année. Genre, il y en avait 3 qui ont vendu à 3 personnes qui étaient les premiers, puis après ça l'a attendu avant que le reste du bateau arrive. Ben là, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui est arrivé justement avec les Polestar. On a la Audi A6 e-tron, Bentley Continental, Audi S6 e-tron, Lucid Gravity qui vient tout juste d'arriver. Donc, ça va être de voir comment que ça va aller dans le futur, mais ils sont rendus déjà à 6
pour les premiers véhicules. On parle d'un véhicule pas donné. Dans la catégorie pas donné et qui en finit plus de finir en termes de longueur, la Cadillac Escalade EQL. Il y en a 2. Et la Maserati Grande Cabrio, il y en a une seule qui est là depuis 9 mois, mais ça sera, je suis certain que c'est pas ce trimestre-ci qu'ils vont vendre une cabriolet. Non, je ne penserais pas. C'est pas le bon temps. Puis surtout à ce prix-là, là, c'est pas pour toutes les bourses. Écoutez, on est volubile. Ça fait déjà presque 1 heure que nous sommes en discussion et on a encore plein de choses à vous dire. José, parle-nous donc dans les autres catégories maintenant. On a parlé des autos, mais il se vend d'autres choses que des autos, même s'il s'en vend peut-être pas des tonnes. Moto, mobilette, autobus, etc. Ça donne quoi, là? Donc, pour les motos, on a une augmentation de plus 104. Donc, on a fini avec... Sur l'année, là, on parle? Oui. Okay. Donc, le fait marquant de l'année, c'est qu'on a un Can-Am qui est arrivé, les modèles Origin et Pulse qui ont pris les 2 premières positions. Ça n'a pas été long, hein? C'est ça, c'est la plupart, si on regarde le lieu où ils sont immatriculés, la très grande majorité sont en Estrie. Puis même si on y va un petit peu plus précis, là, sont à Valcourt. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a à Valcourt? Ouais, il y a la compagnie qui est fabrique, hein? Je sais pas s'ils font ici ou du moins c'est peut-être juste aussi pour c'est là qu'ils sont immatriculés pour le véhicule de démo et ainsi de suite. Mais quand même, ils ont réussi à s'emparer des 2 premières positions en même pas 1 an. Ouais, c'est quand même. C'est là qu'on voit aussi que les chiffres de moto, c'est jamais le même niveau que les chiffres d'auto. Mobilette. On est dans une petite moto, là. Oui, en fait, il y a plusieurs modèles. Donc, plus 73. Ça, c'est surprenant. 1, il y a du choix. 2, il me semble que s'il y a de quoi qui est trippant, c'est pour un jeune, là, plutôt qu'avoir une petite zézette à gaz. Hein. J'aurais l'impression, tu sais, pas les scooters, mais les trottinettes électriques, ça fonctionne bien, tu sais, les trucs comme ça. C'est parce que là, on parle par contre de trucs qui doivent être immatriculés, donc de trucs un peu plus gros, qui sont un peu plus coûteux. En fait, tu as peut-être mis le doigt sur le bobo, justement. Je serais curieux, ça serait peut-être, malgré qu'on n'a pas les nouveaux chiffres, justement, mais de voir les mobilettes à essence, qu'est-ce qui arrive. Ouais. Mais il y a peut-être une bonne partie du public cible pour les mobilettes qui se sont déplacés vers justement toutes les trottinettes électriques, tous ces genres d'affaires-là. Tout à fait. Puis les autos aussi, les jeunes ont des autos beaucoup plus jeunes qu'avant. Moi, à 16 ans, je conduisais pas une auto, là. Mais aujourd'hui, les jeunes à 16 ans, ils ont leur permis de conduire, puis ils conduisent ici. Fait que on a un déplacement. Puis ceux qui n'ont pas d'auto, la trottinette est pas chère, est super fonctionnelle, c'est pratique au bout. Fait qu'effectivement, il y a peut-être eu un déplacement d'utilisateurs, puis on les perd parce qu'ils sont pas immatriculés, les trottinettes. Fait que on n'a pas les chiffres. Les autobus? Ensuite, on parle d'une augmentation de plus 165. Donc, la Lion C qui est toujours notre modèle vedette pour la portion autobus scolaire. Ensuite... mais vedette en termes de nombre global immatriculé, ça ne doit pas être la vedette en termes de nouveaux modèles immatriculés. C'est-tu immatriculé beaucoup de Lion C, ça? Non, c'est ça. On parle de plus 49 sur l'année. Puis sinon, tu as la Bluebird Vision à plus 113. Mais, gardons en perspective le plus 49 de l'année, tu avais un plus 31 qui est le dernier trimestre. Fait que ça commence, ils ont eu une passe à plat, une passe à vide. Ouais. Là, ça semble vouloir recommencer à reprogresser un peu pour le temps que l'usine reparte, que les commandes réembarquent, que les clients se remettent à faire confiance à nouveau à la compagnie, parce qu'il va y avoir une partie de confiance qui a été perdue. Fait que ça va être de voir comment que ça va aller. Mais je dirais qu'au moins, il y a de la lueur au bout du tunnel pour Lyon. Probablement que ça peut continuer à fonctionner si on se fie au début. Là. Les camions lourds, eux autres? Les camions lourds, en fait, on a une augmentation de plus 791. Donc, quand même, c'est sûr que le programme éco-camionnage, puis là, Martin, je suis pas au fait des dernières aléas et péripéties du programme. Là. Est-ce que... il est de retour. Le programme a été remis en force. Donc, oui, ça... C'est reparti, là. On ressent que les projets redécollent, mais c'est sûr même avant la disparition du programme, on n'était pas dans une gamme de véhicules où il y avait énormément de ventes d'une part, et d'autre part, on est au début, là, hein. Fait que les gens sont encore timides, là. Fait que les gens qui ont 15 camions à se procurer, ils ne s'achètent pas 15 électriques, là. Ils en achètent 1 ou 2 électriques. Ils se familiarisent avec, ils regardent, OK. Et là, tranquillement, pas vite, on pense, là, parce que dans la très vaste majorité des cas, le camion répond aux besoins, donc les gens sont encouragés. Un peu comme avec la voiture, hein, c'est le même phénomène, mais
Au lieu d'être quelque chose qui coûte 500, c'est quelque chose qui coûte 500 1 000. million, là, c'est ça. Mais c'est le même. Mais toute proportion gardée, on parle d'une entreprise versus un individu, c'est exactement le même raisonnement qui s'applique. On est prudent, on l'essaye un peu. Des fois même, on y va un peu à moitié. On se fait rassurer assez rapidement parce qu'on voit que ça fonctionne. Puis le coup d'après, ben là, on ouvre la machine. Fait qu'on peut espérer que ça va être mieux, mais on sent que ça redécolle le camion lourd, donc ça devrait, les chiffres devraient augmenter dans les prochaines années. Oui, puis Fred, dans les données qui sont pour les camions lourds, je pense qu'il y a des corrections qu'il faut tenir compte. Oui, mais si on regarde le chiffre de plus 791, comme qu'on a dit, ça l'inclut, si on veut, les corrections dedans. Là. On avait manqué les Hummer et les Cadillac Escalade qu'on avait catégorisés comme pas véhicules lourds. Et non, sont trop pesants. Donc, il aurait dû se retrouver dans cette catégorie-là. Donc, officiellement, dans tous nos chiffres, nos graphiques sur le site de l'AVEC et tout sont catégorisés dans la catégorie camions lourds. Mais bon, c'est pas vraiment eux autres qu'on regarde quand on parle des camions lourds parce que c'est pas tout à fait le même style de marché. Là. Même si les prix, des fois, sont pas loin. Mais bon. Mais je dirais, ce qui est probablement au niveau des camions lourds le plus vraiment marquant et le plus triste en même temps, c'était nos champions. On avait comme champion le Chevrolet Bright Drop 600, le 400. Okay, on avait un paquet de conversions qu'on ne comptera pas dans les champions. Après ça, on avait le Lion 6. Donc, tous des trucs qui n'existent plus. C'est ça. Donc, les trois premiers, ils arrêtent de se faire. Après ça, on tombait au Freightliner e-Cascadia à 42. Il y en a présentement 42, plus 4 sur le dernier trimestre, plus 8 sur l'année. Sinon, je dirais, il y a un petit nouveau qui est intéressant. Je suis curieux de voir comment il va progresser. Le Vicinity Motor VMC 1200. En juste 6 mois, il est déjà rendu avec 28 versus, par exemple, le e-Cascade. C'est pas tout le même format. Donc, on va y aller versus le Bright Drop 400. Ben, OK, 28 versus 248, mais c'est une plus petite compagnie et tout. C'est quand même, je dirais, un départ honnête. On va voir comment que ça va aller. Des camions utilitaires. Puis peut-être même une partie du monde le 600 est clairement plus gros, mais peut-être une partie du monde qui pouvait peut-être regarder le 400 pour certaines utilisations vont peut-être se retourner vers celui-là. Ce modèle-là, oui, c'est possible. Écoute, j'ai quasiment envie qu'on aille directement au motoneige, Fred. Ça a-tu bougé un peu, pas mal? Beaucoup, on est l'hiver, là. Ah non, ben, je dis Fred, mais en même temps, j'aurais dit José. C'est toi la maniaque de motoneige ici? Yaya. Donc, motoneige, ben non, ça n'a pas bougé beaucoup. En fait, on a plus 4. Fait que c'est ça. Puis pourtant, il y a du monde qui en ont, puis qui les adore. Et c'est drôle parce que j'ai dîné ce midi avec un ingénieur qui travaille chez BRP, qui était en charge du développement des motoneiges et de certains véhicules récréatifs électriques. Là. Puis là, on est dans une période d'hiver. Peut-être qu'on va voir, on est dans la période où ça se vend. Là. Peut-être qu'on va voir dans le prochain trimestre qui s'en est vendu finalement en début d'année plusieurs. Surtout qu'il y a de la neige, tu vois? Surtout qu'il y a de la neige, et oui. Du froid. Il y a tout ce qu'il faut, donc on va attendre, mais c'est des nouveaux modèles qui sont nouvellement arrivés, là, qui pourraient changer la donne, là, parce qu'il n'y a plus juste Aiga. Il y a quand même des options maintenant. On verra. On y va avec la géographie? Oui, tout à fait. Donc, José, j'ai quasiment envie de te demander, par région, donc on a toujours dans un petit palmarès par région, les régions dans lesquelles le véhicule électrique est le plus populaire. Est-ce qu'on a des gros changements et est-ce qu'on a des surprises en termes de positionnement? Donc, je te laisse nous énumérer le tout. Non, on n'a pas beaucoup de gros changements. En fait, toujours dans le top 5, Montérégie, Lanaudière, Laval, Estrie et Laurentides. Donc, et là, on parle toutes de régions qui sont en haut de 7 % de la flotte qui est électrique. Tout à fait. Et ces régions-là étaient toutes en bas de 7 % il y a un an. Donc, c'était entre 5,97 pour les Laurentides, puis celle qui en avait le plus, c'était la Montérégie à 6,80. Là, on parle de Laurentides à 7,01, puis 7,94, presque 8 pour la Montérégie. Donc, ça augmente quand même bien. Ça augmente quand même bien, oui. Tout à fait, tout à fait. Puis si on regarde par rapport à la province, ben on se rappelle là, qu'on a un 5,96 pour la province. Donc, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 régions au-dessus, incluant Montréal. Qu'est-ce qu'on a observé? C'est que Capitale-Nationale semble tendre pour dépasser la moyenne nationale. Puis, Chaudière-Appalaches qui a dépassé Bas-Saint-Laurent.
Donc, ça, c'est quand même intéressant comme phénomène parce que Chaudière-Appalaches est quand même annexé là, tout près de la capitale nationale. Donc, il se retrouve en 11e position. Et si on y va maintenant plus au niveau des villes en tant que telles, Fred, encore là, surprise, pas surprise? Pas surprise, ça reste à peu près similaire. Il y a eu des petits changements, des petites permutations. Ça augmente, mais ça augmente assez égal partout, fait que ça reste au même rang. Oui, c'est ça. Puis si on se rappelle tantôt, on disait que la moyenne de la province était à toute fin pratique 6 %. La région championne, Montérégie, toute fin pratique 8 %. Pas tout à fait, mais pas loin. Question de mettre en perspective, la ville avec le plus haut pourcentage, Bromont, qui est à 14,29. Donc, c'est plus que le double de la moyenne provinciale. Ouais. Donc, si on cherche quelque part où aller spotter des autos électriques, c'est définitivement le coin. Ouais. Sinon, il y a Senneville à Montréal qui est pas loin avec 14,25. Puis ces deux-là, l'année passée, ils étaient à 12,39, 12,23. C'est presque 2 % d'augmentation dans ces régions-là. Hein? Ben, j'ai même un poil de... Ben, il y en a un, c'est un poil en dessous, l'autre, c'est un poil au-dessus. Donc, oui, 2 %. Versus, on disait tantôt que la moyenne de la province, c'est à peu près 2 % Donc, ces villes-là semblent progresser 2 fois plus vite. Étrangement, elles sont 2 fois au-dessus de la moyenne. Ouais. Donc, c'est pas juste des petits anecdotiques et tout ça. Ils semblent vraiment avoir des tendances dans ces coins-là. Comme Jean-François aimait le faire remarquer, c'est des villes généralement assez bien aisées en moyenne. Le revenu moyen est plus haut que la moyenne provinciale. Donc, c'est des places qui sont plus propices à s'acheter des nouveaux véhicules tout court. Puis, dans les nouveaux véhicules, il y en a de plus en plus qui sont électriques. Donc, ça s'explique un peu. Ça s'explique, c'est ça. Statistiquement, c'est pas juste une question de... Les gens connaissent plus ça ou peu importe, mais ils ont plus les moyens, puis ils changent plus souvent de voiture, typiquement, électrique ou non. Donc, puis ils ont plus de voisins qui ont fait le move. Fait que là, ils commencent plus à regarder le voisin. L'effet boule de neige est plus grand, Exact. Donc, Bromont, Senneville, Lorraine dans les Laurentides, Saint-Bruno de Montarville à Montérégie, Orford en Estrie, Candiac à Montérégie, Rosemère dans les Laurentides, Mont-Saint-Hilaire à Montérégie, Eastman en Estrie et Beaconsfield à Montréal. OK. Et donc, par région, on a l'habitude de donner un petit palmarès des villes qui sont les plus électrifiées par région. Donc, je vous les donne en 1000 pour ce que ça vaut et ce que ça veut dire, mais c'est quand même toujours sympathique de le faire. En Abitibi-Témiscamingue, c'est Saint-Germain-Boulay à 5,95 %. Donc, à peu près la moyenne nationale dans ce qu'on a. Donc, mais c'est la ville d'Abitibi, donc la municipalité championne à 5,95. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est Notre-Dame-du-Portage à 8,31 %. Dans la capitale nationale, Lac-de-Lage à 11 % quand même. C'est impressionnant, 11,09 pour être précis. Centre du Québec, Saint-Alphège. Ne me demandez pas où est Saint-Alphège, je ne le sais pas. Toutes mes excuses aux gens de cette belle région. 7,94 %. Dans Chaudière-Appalaches, la ville de Irlande à 8,09 %. Sur la Côte-Nord, Sept-Îles à 3,22 %. En Estrie-Bromont, on l'a dit tantôt, 14,29 %. Gaspésie-Île-de-Madeleine, c'est Hope à 5,15 %. C'est pas mal, ça n'a pas changé beaucoup par rapport à la dernière fois. Lanaudière-Mascouche à 10,45 %, c'est très bon. Laurentide-Lorraine à 13,88 %. Laval, c'est Laval, à 7,51 %. Mauricie, la ville de Champlain, à 6,38 %. La Montérégie, Saint-Bruno de Montarville, nous l'avons dit également, à 13,48 %. Montréal, Senneville, ça aussi on l'avait dit, 14,25 %. Nord du Québec, c'est, je prends mon souffle, Kanji-Ksujouak à 2,13 %. En Outaouais, c'est Chelsea à 10,22 % et à Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Passe Dangereuse à 6,33 %. Je vous rappelle qu'on donne ces statistiques-là. C'est plus ludique puis sympathique que d'autres choses parce que ça veut plus ou moins rien dire dans la mesure où, par exemple, au nord du Québec, le Kanji-Ksujouak, s'il y a 12 habitants, 2,3 % ça veut dire que, je dirais pas, mettons 50 %, une personne a une voiture électrique puis tu es déjà à 2 %. Fait que ça veut pas dire qu'il y a beaucoup de véhicules électriques. Là, ça peut être des très petites villes. Là. Je me demandais c'était où Saint-Alphège. C'est le temps bon d'apprendre un peu. Donc, j'ai été voir sur Google Maps. C'est un petit village au sud du lac Saint-Pierre sur le bord de la 226. Bon, nos salutations les plus respectueuses aux gens de Saint-Alphège dans le centre du Québec.
Messieurs, dames, nous avons, je crois, fait pas mal le tour. On va se quitter en parlant des perspectives pour 2026. À vue de nez, là, comme ça, là, au pif, là, est-ce qu'on va avoir un 2026 qui va ressembler à 2025, c'est-à-dire avec un vent de face, puis on force très fort pour réussir à continuer à avancer? On avance, mais c'est forçant. Ou on va avoir un petit break, là, sans dire qu'on a le vent dans le dos. Il va-tu moins vanter de face? Et tabarouette. La question. Tu m'aurais posé la question quand j'ai commencé à faire la préparation et j'aurais dit ça regarde mal. Mais juste le retour de l'incitatif fédéral de 5 000 $, ça devrait donner un très bon coup de main. Je dirais double. Inciter les prix. Le rabais ou l'incitatif lui-même qui fait du bien au portefeuille de tout le monde qui va en bénéficier, mais ça va aussi tirer un peu les prix vers le bas, ce qui va doublement inciter encore plus de monde. Donc, et plus, ça juste par rapport à ça, il en parle dans les médias, il en parle il en parle un peu dans le positif, puis bon, juste ça devrait aider. Ouais. Mais je dirais, moi, personnellement aussi, ce que je trouve très inspirant, c'est de voir la panoplie de nouveaux modèles qui sont censés s'en venir. Puis là, tous les modèles que j'ai listés sont vraiment tous sur le site du manufacturier. Ils ont déjà les prix, donc ça semble être assez sérieux. Donc, c'est pas juste des modèles, peut-être que... Non, ils sont censés être là. Puis il y en a plusieurs d'entre eux qui sont quand même très abordables. Là. Même dans les plus bas prix qu'on a vus jusqu'à date. On peut peut-être en nommer, frère. Oui. OK, là, je viens de parler de bas prix. Je vais y aller juste en ordre alphabétique. Lui, il n'est pas bas prix pantoute, mais c'est plus au niveau technologique qui est intéressant. Le BMW iX3, nouvelle plateforme de BMW, une très bonne autonomie, vitesse de recharge rapide, à plein de nouveaux, c'est vraiment une nouvelle plateforme, très innovant et tout. On parle de 80 000. C'est certain que lui, il n'est pas donné. On l'oublie dans mon côté abordable. Mais dans la catégorie justement abordable, on continue dans l'ordre alphabétique, Chevrolet Bolt EV. On connaît tous la Bolt. Oui, le grand retour qui va être très temporaire. Très, très temporaire, mais on va le prendre pendant que ça arrive. Oui, c'est ça. Puis, moi, je portais... En tout cas, si on lit entre les lignes, puis là, il y a beaucoup de lire entre les lignes, moi, j'ai l'impression, c'est qu'ils disent, oui, on va l'arrêter, mais ils disent aussi qu'il y a un autre modèle abordable qui va s'en venir. Oui. J'ai l'impression qu'ils vont juste enlever... il va y avoir une nouvelle silhouette, une nouvelle scie et tout, mais ça risque d'être la même plateforme en dessous. Oui, probablement. C'est ce que je pense aussi. Puis, ils risquent de peut-être, justement, ils vont... À part pour la Bolt et la Volt, qui avaient leur propre nom, c'est des anciens véhicules qui ont repris les noms déjà existants. Fait qu'il faudrait trouver le plus petit véhicule Chevrolet qui existait, qui est pas trop petit non plus. On oublie la Spark, je pense pas qu'elle va revenir. Ça risque d'être ça, le nom. Ouais, tout à fait. Sinon, au niveau Kia, on a la Kia EV4 à 42 400, Kia EV5 à 46 900. Donc, les deux, en théorie, tant qu'on met pas trop d'options, admissibles au fameux rabais fédéral, pareil comme la Bolt. Ouais. La nouvelle Nissan Leaf à 46 300, elle aussi admissible au rabais fédéral. Le Rivian R2, là, que lui, c'est un peu plus gros, un peu plus cher, il n'est pas admissible à aucun rabais. Mais c'est quand même intéressant de voir Rivian qui arrive avec un véhicule à 66 500 en théorie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir parce que... J'ai pris soin de regarder, c'était le prix en canadien, puis j'ai changé pour le site aux États-Unis et il était quand même pas payé plus bas. Donc, c'est vraiment le prix canadien. On verra. Peut-être devenir un propriétaire de Rivian, moi, ça. Si ça fait comme avant, je suis pas sûr qu'on va l'avoir au Québec cette année, par exemple. Il y a tendance à y aller à la côte ouest en premier, puis après ça vers l'est. Malgré que maintenant, on a un magasin Rivian dans la région de Montréal. Sais-tu où? Non. Non, OK. Mais je sais qu'on en a un dans le coin, mais faudrait que je check où. Sinon, la Tesla Model Y, qui a maintenant une nouvelle version plus bas prix à 52 600. Donc, techniquement, juste sa coche de pas être admissible. Ben, elle n'est pas admissible, mais par juste 2600 au rabais fédéral. On verra ce que Tesla va faire. D'habitude, ils ont tout le temps une inspiration pour trouver un moyen de... Être créatif. C'est ça, creative accounting, là, en bon français. Peut-être à ce niveau-là, une chose qu'il faut mentionner, par exemple, toutes les nouvelles Tesla, Model 3, Model Y, S et X, non, il n'y en aura plus. Mais donc, les 3 puis les Y, ils n'ont plus d'autopilote d'inclus de base. Alors, finalement, c'est soit tu as le régulateur de vitesse adaptatif ou faut que tu payes l'abonnement pour le FSD à 100$ par mois. Mm-hmm. Donc, pour payer ça, cet abonnement-là, on peut dire, youpi, je le paye par mois, puis OK, c'est pas trop payé, puis j'ai beaucoup plus que l'autopilote. Mais il y a beaucoup de monde qui ont juste besoin de l'autopilote. Et l'abonnement au FSD, FSD Full Self-Driving, en français, conduite autonome complète supervisée, mettons l'emphase aussi sur supervisée. Le prix de l'abonnement, en ce moment, est à 100$.
ils peuvent toujours décider de l'augmenter n'importe quand. Dans ça, à garder à l'esprit. Fait que, il y a des pour et il y a des contre à ce principe-là. Mais bon, c'est la décision qu'ils ont prise. On va pouvoir voir, on va voir comment ils vont leur vendre, si tous ces changements-là vont aider ou pas. Il y a le Subaru Uncharted, qui devrait être autour de 46 000 $. Et justement, ce Subaru-là, autant on avait la Solterra et la BZ4X qui était la même affaire avec un logo différent. Ben, c'est ça. Donc, on a le Subaru Uncharted et le Toyota CHR, ou CHR, qui les deux sont prévus autour de 45 000, 46 000. Puis les deux, c'est la même plateforme. Donc, les deux aussi sont plus petits que leur prédécesseur, qui était la Toyota BZ ou le Subaru Solterra. Donc, tout le temps intéressant de voir quelque chose qui rapetisse en prix. Un prix quand même aussi intéressant. Vraiment, on est peut-être des formats un peu similaires à la Bolt, avec des prix similaires à la Bolt. Donc, on va voir comment ça va s'en sortir. Et ben ça, je l'ai appris aujourd'hui, juste avant d'arriver, le Toyota Highlander 2027, qui est censé arriver à la fin de l'année. On va voir le prix. On n'a pas de nouvelles sur le prix, mais ça pourrait être aussi, dans la catégorie plus gros véhicules, 7 passagers, intéressant. Jean-François, t'appeler Jean-François, ça va bien. ça va très bien. Fred, la recherchiste en régie, me dit que Rivian, l'espace est à Espace Mont-Royal au 5720 rue Ferrier à Mont-Royal. Donc, c'est là que ça se passe. Non, c'est pas loin de où est-ce que le Tesla... Ben justement, Tesla était sur Ferrier aussi, leur magasin original. Ça doit pas être très loin, effectivement. Il faudrait comparer les adresses, là, mais c'est ça. Donc, c'est là que ça se passe. Et finalement, en termes de nouveautés pour 2026, il y a les annonces du gouvernement qui nous laissent présager l'arrivée, on ne sait pas quand, mais l'arrivée de modèles chinois qui pourraient aussi changer la donne, parce que on rappelle que dans les annonces, on nous promet des véhicules dont 50% devront être des véhicules à bas prix, mais ça ne veut pas dire que les premiers qui vont nous arriver vont être ceux à bas prix. Là. Il n'y a pas d'obligation dans le temps. Donc, ça pourrait être des véhicules à 75 000 qui nous arrivent de la Chine au début, ce qui peut-être ferait en sorte qu'il n'y aurait pas beaucoup de ventes. Mais si, au contraire, on a un paquet de véhicules à 30, 35 000 qui nous arrivent, ben ça pourrait remporter un certain succès et ça pourrait venir complètement changer le portrait de ce qu'on regarde depuis de nombreuses années. Il y a BYD qui ont déjà le pied au pays, mais pour les autobus. Ils sont prêts. Ils ont annoncé qu'ils étaient prêts à s'en venir. Puis, moi, je pense que ça pourrait... en fait, c'est que là, on ne parle pas d'un manufacturier qui veut venir s'installer. On parle d'un gouvernement qui dit à un autre gouvernement, on ouvre la porte. J'ai comme l'impression qu'il va avoir... on va faciliter parce que tu peux pas attendre 3 ans. Là, dans une mesure comme ça, on veut des résultats concrets rapidement. Fait que j'ai comme l'impression que ça va aller plus vite que ce qu'on est habitué de voir. Dans le plus immédiat, on parlait aussi de la Model 3 qui avait de la misère, puis la raison pour laquelle elle avait de la misère, fait qu'elle était faite à 2 places. Elle était faite en Chine avec des tarifs de 100%, ou elle était faite aux États-Unis avec des tarifs de 25%. Donc là, maintenant, s'ils font revenir à nouveau de Chine, il faut leur laisser le temps de tourner le bateau et de faire arriver les bateaux, littéralement. On pourrait peut-être s'attendre à revoir arriver la Tesla Model 3, la Polestar 2 aussi, que les deux étaient faites en Chine, qu'on a comme perdu. Ça, c'est les deux qui pourraient revenir probablement sans trop de problèmes. Sinon, il y a aussi différentes compagnies qui sont comme des spin-offs en bon français, là. Mais justement, il y a comme par exemple Toyota, ils ont une alliance avec une compagnie en Chine qui font des autos un peu en alliance, en coopération, tout ça, dans une usine qui est en majorité d'une autre compagnie chinoise avec une très grosse participation de Toyota. Ben, il va probablement avoir une version de ça qui pourrait arriver finalement dans les concessionnaires Toyota ici. Donc, ça leur donnerait automatiquement un réseau de distribution. Ça pourrait rendre l'arrivée beaucoup plus facile pour ces modèles-là. Là, je viens de parler de Toyota, mais il y a une couple de compagnies de même, je ne me rappelle plus exactement de la liste, qui ont comme des alliances qu'on pourrait imaginer qu'il y aurait certains modèles qui arriveraient dans des marques finalement que nous autres on est habitués. Tu aurais un modèle qui arriverait de Chine. Oui, tout à fait. Donc, tous ces éléments-là pourraient complètement changer la donne. Côté climat, ben évidemment, il y a un vent qui nous arrive du sud qui va continuer à souffler probablement. Par contre, on a le gouvernement canadien qui semble vouloir nous donner un petit parvent. Ça, il a retiré beaucoup, mais là, c'est ça, comme si c'était un petit parvent. Là. Il lève un petit peu, il essaie de souffler de l'autre bord, un petit courant nordique qui arrive pour contrebalancer le courant du sud. Là. Tout à fait. Ben écoutez, à la fois Fred et José, merci de votre présence ici aujourd'hui. On rappelle à nos auditeurs que les statistiques de l'AVEQ sont toujours disponibles sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec.
au www.aveq.ca. Vous avez plusieurs façons d'y accéder, mais entre autres, si vous allez dans les actualités, il y a toujours en haut à droite là, un petit logo là, qui s'appelle Électrification des transports au 31 décembre 2025, statistiques de la SAC. Vous cliquez là-dessus, vous allez avoir tous les détails et également des articles sont publiés. Là, vous le faites maintenant en section, en plusieurs publications, sont disponibles sur le site. Donc, autant les statistiques sur les immatriculations des véhicules, les modèles, les marques, les villes. Ce qu'on a parlé aujourd'hui est là. Donc, vous avez deux choix, les visuels, les lire sur le site de l'AVEQ, les auditifs, vous nous avez déjà écoutés. Puis les visuels qui m'avaient déjà écouté, ben vous pouvez retourner le voir puis, sur le site. Si vous avez oublié un chiffre qu'on a dit, exactement. Quand est-ce qu'il l'a dit? Tout est là. Je vous rappelle également, tel que je le fais toutes les fois, que les tableaux, la plupart des tableaux, les graphiques sont interactifs. Donc, vous allez voir, là, il y a toujours les trois petites lignes là, qui montrent qu'on peut cliquer puis aller dans les options. Donc, les journalistes, les gens des médias qui parfois veulent avoir des statistiques pour la région qui couvre, une ville en particulier ou un modèle de véhicule en particulier, vous pouvez personnaliser les graphiques, faire afficher ou non des marques, des modèles, des villes, tout dépendant du graphique que vous regardez. Là. Donc, vous pouvez adapter le graphique vraiment à ce que vous voulez voir. Donc, hyper pratique. Beau travail, encore une fois, Fred. Je sais que c'est toi qui sape ça en arrière de tout ça. Donc, excellent travail. Et puis, on va se reparler quand les statistiques du mois de mars vont être sorties. Donc, quelque part, en avril-mai, dans 3 mois. On pourra se reparler, regarder si les choses, si le vent a effectivement été un peu moins fort puis que les mesures gouvernementales ont redonné un certain élan et qu'on va retrouver un air d'aller qui va nous permettre d'atteindre, je ne sais même plus, parce que la cible bouge tellement maintenant là, qu'on ne sait plus trop quelle cible. As-tu remarqué, on n'a pas parlé de la cible? On n'a pas parlé de la cible, c'est ça. Parce qu'elle bouge tellement que c'est difficile de savoir où est-ce qu'on s'en va parce qu'elle bouge continuellement. Puis c'est prudent, je pense, de ne pas l'avoir remarqué, mais ça reste que on était quand même aligné avec un certain air d'aller, puis sans dire où est la cible, on va essayer de se comparer versus vers où on voulait aller, puis où est-ce que ça s'en va. Il faut se rappeler, à la base, si on essaie d'être objectif, la technologie est supérieure, l'expérience d'utilisation dans la majorité des cas est supérieure, et le reste de la planète se dirige vers là. Oui. Fait qu'on a bien beau avoir des courants, justement, des vents de face, là, c'est inévitable. En fait, on a fait que retarder l'inévitable. C'est ça. C'est ce que certains grands penseurs essayent de nous faire faire, mais bon, on espère qu'on va avoir assez de guts pour continuer dans la bonne direction. Donc, José et Fred, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Et puis à tous nos auditeurs, le présent balado, évidemment que vous écoutez, va être ajouté, comme je le fais tout le temps, là, au document sur le site de l'AVEQ. Donc, vous allez pouvoir le réécouter là également. Merci beaucoup. On se revoit dans 3 mois. Tout à fait. Ciao. Bye. Épisode hors série.